Oui, merci. Alors je vais partir d'une citation de Marx, qui est extraite d'une lettre à Joseph Weidemeyer du 29 novembre 1864, dans laquelle Marx dit la chose suivante. « Bien qu'ayant systématiquement refusé durant des années toute participation à toute organisation, entre guillemets, etc., quelle qu'elle soit, j'ai accepté cette fois-ci parce qu'il s'agit d'une histoire où il est possible d'avoir une influence importante. » Fin de citation. Alors lorsqu'il écrit cette phrase, Karl Marx vient de rejoindre le Conseil central, le futur Conseil général de l'Association internationale des travailleurs, semaine pour la première fois à une organisation, c'est lui-même qui ajoute les guillemets, depuis la dissolution en 1852 de la Ligue des communistes, dans laquelle il avait joué un rôle actif. Alors il me semble qu'il y a deux manières de comprendre cette influence importante qu'il entend avoir au sein de l'AIT. La première consiste à analyser essentiellement le combat politique de Marx au sein des organisations ouvrières comme une lutte de pouvoir. On pourrait, en reprenant les mots de Jean-Louis Lacascade, parler d'une approche héristique et pragmatique du combat politique de Marx. Cette approche met l'accent sur, je cite Lacascade, les stratégies de pouvoir, les dispositifs et rapports de force qui caractérisent les engagements de Marx. Les prises de parole et les textes sont alors perçus comme, je cite encore, des opérations discursives, choses dites et écrites, qui rentrent dans des stratégies élaborées, c'est-à-dire datées et situées, de pouvoir, d'action sur les hommes et sur la société. Fin de citation. Cette approche a l'avantage de prendre au sérieux l'intervention de Marx en tant que telle, mais elle me paraît peu à même d'en dégager les implications spécifiquement théoriques. La deuxième approche consiste à envisager cette prise d'influence comme le corollaire d'une certaine conception de la pratique théorique. La contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel de 1843-1844 soulignait déjà que pour devenir une puissance matérielle, la théorie devait préalablement, je cite, s'emparer des masses. La problématique du devenir masse de la théorie est transcrite chez Marx, au moins depuis la fin des années 1840, de la manière suivante: comment doter la classe ouvrière d'une organisation communiste disposant de, je cite le passage célèbre du manifeste du Parti communiste, l'avantage d'une intelligence claire des conditions de la marche et des résultats généraux du mouvement prolétarien. De ce fait, cette deuxième approche se distingue de la première en ce qu'elle relie étroitement, sans subordonner l'une à l'autre, ambition scientifique et ambition politique. Davantage, cette perspective permet de penser l'organisation non seulement comme lieu de diffusion de la théorie, mais comme le lieu de son élaboration collective. C'est pour cette raison que je préfère parler d'un travail théorique de parti mené par Marx dans les organisations ouvrières, afin de montrer d'une part que c'est bien de théorie qu'il est question, et d'autre part que cette théorie n'est jamais pensable sur le modèle d'une production extérieure, personnelle, importée en quelque sorte a posteriori dans un cadre collectif. Alors je voudrais essayer brièvement de montrer la fécondité de cette démarche analytique à travers deux exemples empruntés à deux formes de travail de parti distinctes, bien que non exclusives l'une de l'autre. Premièrement, les débats internes au Conseil général de l'Association internationale des travailleurs. Deuxièmement, les directives adressées par correspondance aux dirigeants de la social-démocratie allemande. Et en effet, ce que j'essaierai de montrer, c'est que dans ces deux cas, le cadre collectif de l'organisation n'est pas assimilable à un simple amplificateur permettant à un discours individuel de se faire entendre du plus grand nombre, mais qu'elle est bien plutôt le lieu où se construit, par la confrontation et dans la conjoncture, la théorie politique de Marx. Donc
pour cette raison que je me concentre sur la période 1864, 1864 étant la date de la fondation de l'AIT. Et puis, j'étais parti de cette citation d'une lettre de Marx à Weidemeyer de 1864, disant qu'il y avait une espèce de rupture de ce point de vue-là en 1864 avec le retour à l'organisation. Alors je commence avec un exemple qui est emprunté au débat interne du Conseil général de l'AIT et qui est le débat sur le droit d'héritage. Alors le débat sur le droit d'héritage au sein de l'AIT constitue un des premiers épisodes marquants de l'affrontement interne entre Marx et Bakounine. Le théâtre principal de cet affrontement, c'est le congrès de Bâle de septembre 1869, un congrès auquel Marx ne participe pas personnellement. Alors les deux positions sur la question du droit d'héritage sont connues. D'un côté, Bakounine voyait dans l'abolition du droit d'héritage le point de départ d'une révolution censée réaliser l'égalisation politique, économique et sociale des classes et des individus. Je reprends là une formule qui est contenue dans le programme de l'Alliance internationale de la démocratie socialiste, donc l'alliance dite bakouniniste, fondée en 1868. De l'autre, Marx considérait la revendication de l'abolition du droit d'héritage comme, je cite, une vieillerie saint-simoniste, confondant les faits avec la cause et détournant les travailleurs de l'enjeu véritable, c'est-à-dire de la lutte contre le capital. Alors la bataille de congrès elle-même, à laquelle d'ailleurs Marx n'a pas directement participé, m'intéresse moins ici que le processus menant en amont à l'adoption du rapport de Marx par le Conseil général de l'AIT le 3 août 1869. Les procès-verbaux des séances du Conseil général, qui est un matériau tout à fait précieux, permettent d'en retracer les différentes étapes. La question du droit d'héritage est mise en discussion au sein du Conseil général de l'AIT le 20 juillet 1869, lors d'une séance qui est précisément consacrée à la préparation du congrès de Bâle, et elle est mise en discussion à la demande expresse de l'Alliance de Genève, donc des bakouninistes. Et d'une certaine manière, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que c'est la confrontation de Marx avec ses adversaires qui le pousse à clarifier ses positions théoriques sur le sujet. En effet, plusieurs éléments laissent penser que l'analyse de Marx sur cette question, sur la question du droit d'héritage, était en réalité encore assez flottante avant, précisément, qu'il soit amené à débattre avec les alliancistes, et que c'est justement le travail qu'il a fourni au sein du Conseil général de l'AIT qui l'a conduit à formuler sur le sujet des idées plus précises. En effet, Marx n'a pas toujours considéré la revendication de l'abolition du droit d'héritage comme une vieillerie saint-simoniste, et il qualifiait même, dans l'idéologie allemande, son attribution par Karl Grün à Saint-Simon de contre-vérité caractérisée. Autre exemple, peut-être encore plus frappant, c'est que dans le manifeste du Parti communiste, l'abolition du droit d'héritage était présentée comme la troisième des 10 mesures, je cite, d'intervention despotique dans le droit de propriété et les rapports bourgeois de production applicables pour les pays les plus avancés. Alors, voilà, il y a quelque chose d'un peu surprenant de ce point de vue. Et alors l'intervention de Marx lors de la séance du 20 juillet 1869, séance du Conseil général de l'AIT, repose pour l'essentiel sur 3 arguments opposés à la revendication bakouniniste de l'abolition du droit d'héritage. Le premier argument se fonde sur la réprobation qu'une telle revendication ne manquerait pas de provoquer. Je cite Marx, elle susciterait une opposition presque insurmontable qui entraînerait inévitablement une réaction. Deuxième argument, qui consiste à dire que le droit d'héritage n'est rien par rapport au véritable enjeu de lutte sur lequel doit se concentrer la classe ouvrière, à savoir la question de la propriété privée, des moyens de production et les rapports de domination qu'elle implique. Le troisième argument avancé par Marx consiste à remplacer la revendication de l'abolition du droit d'héritage par celle de l'accroissement et de la progressivité des droits de succession. Et ce dernier argument, notamment, semble avoir été mal compris par John Weston,
qui d'ailleurs, John Weston, en 1869, n'en est pas à sa première passe d'armes avec Marx au sein du Conseil général, puisque vous savez peut-être que c'est la polémique entre Weston et Marx qui donne lieu, sur l'action de l'augmentation, de la lutte pour l'augmentation des salaires, qui donne lieu à la rédaction de ce texte célèbre qu'est Salaire, prix et profit. Et John Weston résume, semble avoir mal compris le dernier argument, et le résume en le présentant comme une voie détournée, permettant, je cite Weston, d'arriver au même résultat en sapant petit à petit l'héritage. Alors Weston attire ainsi l'attention sur l'importance, selon lui, de s'attaquer à tout transfert de propriété qui permet aux gens de vivre sans travailler. Les membres du Conseil général, suite à l'expression de ce désaccord, s'accordent alors sur le fait qu'un projet de résolution rendrait possible une discussion plus approfondie, et c'est Marx qui va être chargé de le rédiger, ce projet de résolution, et qui le présentera lors d'une séance un petit peu ultérieure du Conseil général, le 3 août 1869. Et tout porte à croire que les remarques critiques de Weston n'ont pas été sans effet sur la réflexion théorique de Marx. En effet, lorsqu'on compare le discours tenu lors de la séance du 20 juillet et le rapport écrit présenté devant le Conseil général le 3 août, on constate que cet enjeu qui était pointé par Weston, du transfert de propriété qui permet aux gens de vivre sans travailler, est pris au sérieux par Marx et va le conduire à reformuler ses arguments. Alors ce rapport, présenté par Marx le 3 août, comporte 4 points que l'on peut résumer de la manière suivante. Premier point, contrairement à ce que suggérait le programme de l'Alliance, en proposant de commencer par son abolition, le droit d'héritage n'est pas la cause, mais, je cite, l'effet, la conséquence juridique de l'organisation économique actuelle de la société. Deuxièmement, la disparition du droit d'héritage doit être distinguée de son abolition. Et si celle-ci ne saurait être le point de départ de la révolution sociale, celle-là sera de toute façon, je cite, le résultat naturel de la socialisation des moyens de production. Troisièmement, réclamer l'abolition du droit d'héritage détourne les travailleurs du véritable point d'attaque contre la société présente. Quatrièmement, les mesures contre le droit d'héritage qu'il convient de prendre, hausse des droits de succession, limitation du droit de tester hors filiation en ligne directe, ne peuvent concerner que la période de transition du capitalisme vers le communisme. Alors, le premier point du rapport rédigé par Marx est construit pour l'essentiel autour du problème du transfert du produit du travail d'autrui, un problème qui n'était abordé en réalité que de manière indirecte dans le discours du 20 juillet. Et dans le rapport présenté le 3 août, Marx va examiner successivement l'héritage, la rente et le profit au prisme précisément de ce pouvoir de transfert. En effet, Marx va ouvrir son rapport en écrivant que le droit d'héritage, je cite, est seulement d'une importance sociale en tant qu'il laisse à l'héritier le pouvoir que possède le décédé durant sa vie de se transférer à lui-même, par le moyen de sa propriété, le produit du travail d'autrui. Donc on passe d'un transfert à autrui à un transfert à soi-même. Formulation qui n'est pas sans importance, parce qu'elle déplace l'attention d'un héritage conçu comme simple transfert de propriété vers un héritage conçu avant tout comme un transfert de pouvoir dont la propriété ne constitue finalement qu'un intermédiaire. Par la même occasion, elle institue un lien logique plus clair entre les différentes formes de ce transfert de pouvoir que ce que faisait le discours du 20 juillet qui affirmait simplement qu'en s'attaquant à la propriété privée des moyens de production, on rendrait l'héritage inutile. Il me semble qu'on pourrait résumer la manière dont Marx envisage l'héritage dans son rapport présenté le 3 août en disant qu'il est le transfert d'un pouvoir de transfert. Un pouvoir de transfert déjà détenu par les propriétaires fonciers et les capitalistes, ce qui lui permet d'ailleurs de faire passer l'héritage du statut de cause, statut que suggérait le programme de l'Alliance de la démocratie socialiste et la revendication de l'abolition, au statut d'effet de l'organisation sociale capitaliste. Alors,
là, autour du droit d'héritage, du débat au sein du Conseil général de l'AIT sur le droit d'héritage, il me semble qu'on a un premier exemple de la manière dont ce travail de parti permet à Marx d'élaborer, à proprement parler, de manière collective, sa théorie politique. Deuxième exemple, que je voudrais aborder rapidement, donc, qui est issu cette fois, non pas des débats internes au Conseil général de l'AIT, mais issu des directives adressées par correspondance aux dirigeants de la social-démocratie allemande, qui est l'exemple du ralliement d'individus issus de la classe dominante au mouvement prolétarien. Alors, c'est un débat qui a lieu dans le contexte de la loi antisocialiste mise en place par Bismarck en 1878. La loi antisocialiste qui interdit à la social-démocratie toute activité autre que parlementaire. Et évidemment, la mise en place de cette loi antisocialiste va donner naissance à de nouveaux débats stratégiques au sein de la social-démocratie allemande, dans lesquels Marx va être amené à prendre position. Et c'est notamment le cas à l'été 1879, donc 10 ans plus tard, par rapport au premier exemple que j'ai pris, à propos de la fondation du social-démocrate, l'organe illégal du parti qui était censé prendre la suite du Vorwärts, dont la publication avait été suspendue quelques mois plus tôt en raison précisément de la promulgation de la loi antisocialiste. Et c'est en Suisse, à Zurich, hors de portée donc de la répression bismarckienne, qu'est envisagée l'apparition du journal. Le riche publiciste Karl Höchberg, l'éditeur du Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, flanqué de son secrétaire Eduard Bernstein et de l'économiste Karl August Schramm, est pressenti pour diriger ce nouvel organe. Cette perspective va susciter une forte réprobation de la part de Marx et Engels lorsqu'ils découvrent l'article intitulé « Retour sur le mouvement socialiste en Allemagne » qui avait été publié dans la revue de Höchberg, le Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Dans une lettre à Marx du 9 septembre 1879, Engels résume le contenu de cet article de la manière suivante, je cite Engels, « Höchberg explique tout bonnement que les Allemands auraient fait une erreur en transformant le mouvement socialiste en un simple mouvement ouvrier et qu'ils se seraient eux-mêmes rendus responsables de la loi antisocialiste en provoquant inutilement la bourgeoisie. Il faudrait que le mouvement soit dirigé par les éléments bourgeois et cultivés, qu'il adopte un caractère réformateur et pacifique, etc. » Fin de citation. Alors la lecture de cet article, qui sera désigné par la suite sous le nom de Manifeste des Trois Zurichois, les Trois Zurichois étant Höchberg, Bernstein et Schramm, conduit Marx et Engels à adresser les 17 et 18 septembre 1879 une lettre circulaire assez acerbe à la direction du parti, et en particulier à August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Friedrich Wilhelm Fritzsche, Bruno Geiser, Wilhelm Hasenclever et Wilhelm Bracke. Et dans une lettre assez acerbe qui menace de se désolidariser avec le parti si le social-démocrate, donc le nouvel organe qui est censé prendre la suite du Vorwärts, devait adopter une ligne conforme à celle préconisée par Karl Höchberg. Et la troisième partie de la lettre circulaire est plus spécifiquement consacrée à l'analyse critique du contenu de l'article de Höchberg, Bernstein et Schramm. Marx et Engels voient ainsi dans ce texte qu'ils appellent le Manifeste des Trois Zurichois une tentative de substituer au parti de classe dont s'est dotée la classe ouvrière allemande un parti fondé sur une philanthropie mièvre caractéristique de la vision du monde de la petite bourgeoisie. Les critiques formulées par Marx et Engels à l'encontre du groupe des Zurichois ne sont pas fondamentalement nouvelles. Elles consistent pour l'essentiel à opposer une phraséologie humaniste jugée abstraite à la perspective de l'auto-émancipation des travailleurs par la constitution d'un parti de classe. Néanmoins, on retrouve dans la manière dont est traitée la question du ralliement d'individus issus de la classe dominante au mouvement prolétarien des éléments nouveaux par rapport à ce qu'ils avaient pu avancer jusque-là. Alors certes, Marx et Engels renvoient explicitement dans cette lettre circulaire à ce qu'ils ont déjà écrit dans le manifeste du Parti communiste, en disant que c'est un phénomène inévitable et inhérent au cours du développement que des individus
appartenant jusque-là à la classe dominante viennent se joindre au prolétariat en lutte et lui apportent des éléments de formation. Le passage auquel la lettre circulaire fait ici référence ne fait pas de doute, il s'agit de la fin de la première partie du manifeste, dans laquelle Marx et Engels déclaraient, je cite, « Enfin, au moment où la lutte des classes approche de l'heure décisive, le processus de décomposition à l'intérieur de la classe dominante, au sein de la vieille société tout entière, prend un caractère si violent et si âpre qu'une petite fraction de la classe dominante se détache de celle-ci et se rallie à la classe révolutionnaire, à la classe qui porte l'avenir en ses mains, de même que jadis une partie de la noblesse passa à la bourgeoisie, de nos jours une partie de la bourgeoisie passe au prolétariat, et notamment cette partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique. » Fin de citation de la première partie du manifeste du Parti communiste. Alors, l'argumentation utilisée ici, utilisée dans les deux textes, est très proche, mais il me semble que les deux argumentations divergent en réalité sur un point précis, qui est le rôle accordé à l'intelligence théorique de cette fraction de la bourgeoisie qui passe au prolétariat. Dans un cas comme dans l'autre, ce rôle, donc le rôle de l'intelligence théorique, est présenté comme un rôle décisif, mais pas pour les mêmes raisons. Dans le manifeste du Parti communiste, l'intelligence théorique du mouvement historique est présentée comme ce qui pousse certains bourgeois à soutenir le prolétariat. Si vous voulez, c'est une forme de clairvoyance qui leur fait percevoir où se situe leur intérêt de long terme. Dans la lettre circulaire, en revanche, cette même intelligence théorique est présentée comme un élément utile que certains bourgeois peuvent fournir au prolétariat pour l'aider dans sa lutte, ce qui est tout à fait différent. Dans le premier cas, ces individus mettent leur intelligence théorique à leur propre service, sans que soit fait mention d'une contribution décisive au mouvement prolétarien. Dans le second cas, ces individus mettent leur intelligence théorique au service du mouvement prolétarien lui-même et apportent potentiellement une contribution à son succès. Alors, il me semble que les deux arguments ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais qui ne pointent pas le même phénomène. À cette reformulation, des éléments contenus dans le manifeste du Parti communiste viennent s'ajouter ce que Marx et Engels présentent comme deux observations contenues dans la lettre circulaire et qui vont chercher à dégager une voie alternative à l'opposition rigide et abstraite entre un ouvriérisme sans nuance et l'abandon du caractère de classe du parti. La première observation concerne l'apport positif que peut constituer à certaines conditions le ralliement au mouvement prolétarien d'individus issus de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. Pour Marx et Engels, cet apport positif se situe essentiellement sur le terrain de la théorie. Je cite, « Ces individus, pour être utiles au mouvement prolétarien, doivent vraiment lui apporter des éléments de formation d'une valeur réelle. » Fin de citation. Alors sur le principe, l'argument n'est pas fondamentalement différent de celui qui avait été avancé par Höchberg, Bernstein et Schramm eux-mêmes dans le manifeste des Trois Zurichois, puisque ces derniers considéraient que finalement le temps dont on dispose pour se familiariser à fond avec les principaux dossiers dépend justement de la position de classe que l'on occupe, et qui font que les ouvriers n'ont pas le même temps pour travailler les dossiers, si vous voulez. Toutefois, contrairement au texte de Höchberg, Bernstein et Schramm, l'argument avancé par Marx et Engels n'implique aucune défiance à l'égard de la capacité d'auto-émancipation de la classe ouvrière. Leur défiance porte plutôt à l'inverse sur le caractère réel de l'apport théorique des individus issus de la classe dominante et ralliés au prolétariat. La seconde observation porte quant à elle sur les conditions que doivent respecter les individus issus de la classe dominante qui choisissent de se rallier au mouvement prolétarien afin de ne pas nuire à celui-ci. Marx et Engels présentent la chose de la manière suivante. Lorsque ces individus venant d'autres classes se rallient au mouvement prolétarien, la première chose à exiger d'eux, c'est qu'ils n'apportent pas avec eux des résidus de leurs préjugés bourgeois, petits bourgeois, etc., mais qu'ils fassent leur, sans réserve, les conceptions prolétariennes. Autrement dit, l'apport théorique qui peut être le leur ne saurait les autoriser à défendre des positions politiques qui ne seraient pas celles du prolétariat. Alors, en affirmant cela, Marx et Engels ne ferment d'ailleurs pas du tout la porte aux alliances de classe avec la petite bourgeoisie, bien au contraire. Ils ont tout à fait conscience que, notamment en Allemagne, le poids de la petite bourgeoisie
est important et que son intérêt penche plutôt du côté d'une alliance avec le prolétariat. Néanmoins, ils invitent à ne pas confondre une stratégie d'alliance de classe, d'une part, et l'effacement de la structuration de la société en classe, d'autre part, qui sont deux approches tout à fait différentes. Alors, je m'arrête là pour ce deuxième exemple, mais je conclus très rapidement en disant que ces deux exemples que j'ai empruntés à des textes rédigés par Marx à 10 années d'intervalle, 1869-1879, n'ont bien entendu pas prétention à l'exhaustivité. Ils visaient avant tout à rendre compte d'un type d'écriture propre à ce combat politique dans lequel Marx n'aura de cesse d'intervenir, jusqu'à sa mort. Et dans un cas comme dans l'autre, les interlocuteurs de Marx, qu'ils soient ou non des adversaires politiques, ne me paraissent pas être étrangers à ce processus d'élaboration théorique que je désigne sous le nom de travail de parti. Ils permettent, au contraire, la mise au jour de positions parfois nouvelles, et c'est le cas, me semble-t-il, en ce qui concerne le débat sur l'abolition du droit d'héritage, ou parfois situées dans le prolongement direct de thèses déjà bien établies par Marx, mais qu'il s'agit d'affiner et de développer. Il me semble que c'est le cas pour le deuxième exemple, le débat sur le ralliement d'individus issus de la classe dominante au mouvement prolétarien. Et voilà, il me semble qu'une étude systématique des textes d'intervention politique de Marx dans la période 1864-1883 devrait permettre, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, de montrer l'ampleur théorique de ce travail de parti dont je n'ai esquissé ici que quelques traits. Je vous remercie.